Comment utiliser la permaculture pour créer mon oasis? Nous aborderons les points clés permettant de visualiser les objectifs et quels moyens mettre en œuvre pour y parvenir. Le design réalisé à l'îlot des Combes viendra illustrer certains de mes propos. La permaculture est une science du design, c'est-à-dire qu'elle étudie comment concevoir, planifier et aménager les espaces dans lesquels nous vivons. Créée dans les années 70 par Bill Mollison et David Holmgren, c'est une véritable boîte à outils inspirée par la nature. Elle nous permet de créer des systèmes qui puissent répondre à nos besoins tout en bénéficiant à l'environnement. La permaculture nous offre l'opportunité de travailler avec la nature et de créer un monde fertile et résilient pour nous et les générations futures. 3 éthiques fondamentales structurent cette science. Prendre soin de la nature, prendre soin des êtres humains et partager équitablement les ressources. Un ensemble de principes inspirés par la nature viennent également guider notre approche lors de la conception. Par exemple, ne produire aucun déchet, privilégier les solutions lentes et à petite échelle, ou encore obtenir une récolte. La première chose à faire est de prendre le temps d'observer le site. La meilleure option étant de vivre l'ensemble des saisons et voir comment réagit le terrain aux changements de conditions climatiques. Ensuite, il est important de se poser les bonnes questions. Quelle est ma vision? Quel est l'objectif que je souhaite atteindre? Quelles sont les ressources à disposition? Quelles sont les limites de mon projet? Par exemple, l'îlot des Combes souhaite développer une production de légumes. Un puits peut fournir un approvisionnement en eau. La question à se poser est la suivante. Est-ce que le puits tarit en été? Si ce n'est pas le cas, comment irriguer le jardin sans consommer d'énergie fossile tout en garantissant la pérennité de la ressource? Autrement dit, est-ce que le système mis en place permettra de créer du surplus plutôt qu'un épuisement? Ensuite, il sera nécessaire de se procurer des cartes afin d'évaluer le terrain. Une photo aérienne, une carte topographique, une carte des sols et enfin un plan cadastral. En réunissant l'ensemble de ces données sur un même support, vous obtiendrez ce que l'on appelle la carte de base. Il faudra tenir compte également de la vision de l'ensemble des personnes impliquées par le projet. La carte de base servira de support pour réaliser 4 analyses. Elles nous serviront à concevoir efficacement notre système. La première est l'analyse des éléments qui composent notre site. Maison, le potager, le poulailler. On cherchera à identifier les besoins de ces éléments, mais aussi ce qu'ils produisent. Si l'on souhaite accueillir des poules, on anticipera leur venue en mettant à disposition un abri, des pondoirs, de la nourriture. Sachant que les poules produisent du fumier et qu'elles grattent le sol à la recherche de nourriture, on tiendra compte de ces facteurs si l'on veut profiter de leur présence sans qu'elles ne détériorent les cultures. Une fois canalisées, les poules peuvent se nourrir tout en préparant le sol du jardin au printemps. Le fumier produit servira à réaliser du compost qui permettra de fertiliser le jardin. En ayant conscience de cela, on sera capable de mettre côte à côte des éléments qui se complètent naturellement au moment opportun. Dans ce sens, les produits des uns pourvoient aux besoins des autres. Ensuite viendra l'identification des zones. Cela correspond à l'association d'un indice de présence à une surface, celle-ci étant échelonnée de 1 à 5. 1 traduit le lieu où la fréquence de passage est importante. Cela correspond souvent à la zone autour du lieu de vie. 4 représente un lieu que je visite 1 à 2 fois par an. Et 5, une zone où je laisse la nature s'exprimer librement. Cette étude me permettra de placer les éléments nécessitant le plus d'attention aux endroits où je me trouve être présent quotidiennement de façon naturelle. Par exemple, il sera judicieux de placer le poulailler à une distance raisonnable, sachant qu'il faut visiter cet élément 2 fois par jour. À une distance de 50 mètres, cela revient à faire 200 mètres par jour, soit 73 km par an, ce qui n'est pas négligeable. Vient ensuite l'analyse de la pente et de l'orientation. La pente détermine le sens du mouvement de l'eau et l'orientation joue sur la quantité d'énergie solaire captée par le site, ce qui affecte de manière importante le microclimat. Une pente orientée au sud sera moins humide et plus chaude qu'une pente orientée au nord. Si la pente est importante, la quantité d'énergie dépensée pour entretenir un système s'en ressentira. Il faudra donc adapter la conception à ces circonstances. Ensuite, on réalisera l'analyse sectorielle. Dans cette étude, on identifie les énergies provenant de l'extérieur, influençant notre site,
L'objectif ici est de choisir si l'on veut stopper ou favoriser ces énergies. Y a-t-il des nuisances sonores, des belles ou des mauvaises vues? Jusqu'où la rivière monte-t-elle en période d'inondation? Quel vent propage les incendies? L'ensemble de ces analyses me permettent d'avoir une vision d'ensemble afin de placer les éléments aux endroits les plus appropriés. Un projet conçu par cette approche est plus efficient du point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'il nécessite moins de temps et moins d'efforts pour être maintenu. Grâce à l'ensemble de ces informations, je vais pouvoir passer à la phase conceptuelle, en l'illustrant sur ma carte de base. Voici quelques points clés à toujours garder à l'esprit. À chaque décision, toujours se référer à l'éthique et aux principes. Est-ce que je ne produis aucun déchet? Est-ce que je partage équitablement la ressource? Est-ce que je produis une récolte? Le design de l'îlot des Combes prévoit l'aménagement d'un chemin pour accéder à la bergerie. Cette intervention mettra à nu la terre et facilitera la plantation d'une haie, ce qui favorisera l'infiltration d'eau, créera un corridor pour la faune sauvage, de la nourriture pour les hommes et les animaux. La plantation d'arbres ne couvrira pas l'ensemble de la terre mise à nu. C'est donc une opportunité pour cultiver une association de courges, maïs et haricots. Je produis ainsi une récolte dès la première année. Les produits des uns servent le besoin des autres. Ma maison orientée au sud offre un espace abrité des vents froids en hiver. Une serre positionnée à cet endroit en bénéficierait en limitant la déperdition de chaleur. La serre réchaufferait la maison et limiterait les besoins de chauffage. Les légumes poussant à l'intérieur m'offriraient de la verdure en hiver. Les déchets de ces légumes pourront nourrir des vers et les déchets des vers fertiliseraient à nouveau les légumes, et ainsi de suite. On a donc créé une interaction positive entre des éléments en les plaçant côte à côte. Un élément doit avoir plusieurs fonctions et une fonction doit être supportée par plusieurs éléments. Par exemple, la fonction d'approvisionnement en eau sur un site peut être supportée par un puits, un réservoir d'eau connecté au toit et une mare. De même, si le puits offre une fonction de stockage d'eau, il peut aussi servir de frigo et pourquoi pas, s'il est en extérieur, de support pour des plantes grimpantes comestibles. Il est important de visualiser l'évolution du système dans le temps et ainsi créer un calendrier décrivant les phases successives d'implantation. À ce stade, la priorité est de définir les besoins en eau et comment la distribuer sur votre site. Une fois cette notion abordée, alors vous pourrez envisager le positionnement des chemins d'accès, des arbres, des bâtiments que vous voulez construire, des clôtures et enfin par quels moyens vous allez créer du sol en fonction de l'endroit où il se trouve sur votre site. Suivre ce protocole est un réel garant du succès de votre projet. Par exemple, si votre priorité est l'implantation d'un verger, d'un jardin et d'avoir des animaux, tous ont des besoins en eau. C'est donc la priorité. Pour assurer leur entretien, vous aurez besoin d'avoir un accès. Une fois l'approvisionnement en eau et les accès identifiés, vous pourrez déterminer où planter les arbres, puis ensuite positionner les bâtiments et enfin les clôtures. Les facteurs déterminants dans la réussite de notre projet sont identifier clairement les besoins des éléments que l'on souhaite implanter et s'assurer de pouvoir les combler avant de les installer. Commencer autour de la maison ou du lieu de travail et n'aller au-delà qu'à partir du moment où on maîtrise cette première zone. Cela évitera de se sentir dépassé par les événements. Privilégier les solutions lentes et à petite échelle. Avant de creuser un barrage avec une pelleteuse, pourquoi ne pas essayer avec une petite mare creusée à la main? Le lieu dans lequel vous vivez est unique et nécessite des solutions personnalisées. La permaculture est tout sauf du copier-coller. Une fois votre design mis en œuvre, vous allez pouvoir observer l'efficacité de votre système et surtout admirer la nature jouer avec. Certaines choses marcheront très bien, d'autres au contraire pas du tout. Les erreurs nous offrent les meilleures opportunités d'apprentissage et très souvent débouchent sur des adaptations créatives et innovantes. J'espère avoir éveillé votre intérêt au sujet de la permaculture. Pour en savoir davantage, je vous conseille de participer à un cours certifié à l'issue duquel vous recevrez un diplôme. Vous pouvez aussi demander l'aide d'une personne déjà diplômée souhaitant acquérir de l'expérience ou alors faire appel à un consultant. Merci de votre attention et bonne chance pour votre projet.